AJL Enregistrement Sonore présente Voilà la voix, une émission présentée par Alexis. Voilà la voix, la chaîne d'interview des comédiens voix. Bulle de fruits par Badois. Une explosion de saveurs maintenant disponible en canette. Profitez de l'été avec un subtil goût fruité et la finesse de ses bulles. Ce Black Friday, réservé sur barcelo.com avec des réductions allant jusqu'à moins 55% pour vivre des expériences uniques, pour explorer de nouvelles destinations, pour votre bonheur. Que se passe-t-il quand tu fais cohabiter 8 célibataires ultra sexy sur une île paradisiaque et que tu fais débarquer tous leurs ex un par un? Eh bah t'obtiens un raz-de-marée d'émotions dans la toute nouvelle télé-réalité Ex on the Beach. Disponible en exclusivité sur Paramount+. Clique sur la bannière pour en savoir plus. Sinon, on t'envoie tes ex. J'ai bien dormi après avoir pris ce ZzzQuil, moi. Ah, j'ai tellement d'énergie que je pourrais... Que je pourrais quoi d'ailleurs? Développer une ligne de vêtements? Me mettre à la cornemuse? Participer à l'Ironman d'Hawaï? Escalader l'Everest? Et oui, bien dormir, ça peut surprendre. Amor, le parfum de l'amour. Cacharel. Et découvrez Amor, mon parfum du soir, le nouveau parfum de Cacharel. Bonjour à tous et bienvenue dans Voilà la voix, la saison 2, épisode 10. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie Letellier, ancienne coordinatrice au sein du service jeunesse. Elle s'est lancée dans la voix off il y a 4 ans, avec des projets pour l'assurance maladie, pour MT Dents, Pub Badois, du voice-over, pour Hugo Décrypte. Et elle a aussi commencé il y a pas longtemps dans les jeux vidéo. Et elle va nous parler de tout ça. Bonjour Stéphanie, comment tu vas? Bonjour Alexis, bah écoute, ravie de te voir en fait là. On a pu discuter, c'est vrai, ensemble. Je suis ravie de participer à cette émission avec toi et parler effectivement du métier. Stéphanie, on va parler de déjà ton parcours, tes origines. Tu es passionnée par le théâtre depuis l'âge de 8 ans. Qu'est-ce qui t'a donné envie de monter sur scène à cet âge-là? Pourquoi il y a eu très jeune, cette envie-là? Et peux-tu nous dire aussi quand est-ce que tu as appris ce qu'était une voix off, s'il te plaît? En fait, le théâtre, c'est venu, bah, je pense comme beaucoup de monde, à l'école. J'ai eu la chance d'avoir une enseignante incroyable. Je me souviens même encore de son nom, donc c'était madame Duchemin et elle avait monté un projet théâtre au sein de la classe et c'était vraiment quelque chose, qui durait tout au long de l'année. Donc c'était quelque chose dans lequel on devait vraiment s'impliquer. La pièce, ça s'appelait Le pays des 36 000 volontés D'accord. et c'est une pièce d'André Mauroy qui était académicien. Je dirais que cette pièce, c'était un mélange entre, Alice au pays des merveilles, tu vois? Et un peu Peter Pan. Une espèce de petite fille qui se retrouve, lancée, en fait, dans un monde un peu, incroyable avec, des personnages assez étranges et où tous les vœux pouvaient s'exaucer. Et il C'est une- fallait donc passer, des vrais rôles, en fait, elle nous faisait passer comme un casting dessus et c'est Ok, comme ça que ça a commencé. ok, mais bon, ça arrivait toute petite. Est-ce que tu avais de la famille qui était un peu là-dedans, qui était artiste? Ou tu t'es Absolument. imaginé quand tu étais petite, voilà, je sais pas moi, des histoires, des scénarios, où tu écrivais? Je crois qu'en fait, c'est ça, je j'ai pas mes parents, ils sont pas du tout dans le milieu. Mon père travaillait au ministère de la Justice, donc c'est pour te dire combien c'était éloigné. Ma mère travaillait dans le milieu de l'animation, heu, plutôt pour les personnes, retraitées. Après, j'ai toujours vu ma mère, faire des spectacles, justement, bah, dans le cadre de son boulot, monter sur scène, se costumer, ce genre de choses. Donc je pense que ça nous imprègne en tant que gamin, de toute façon et puis j'écoutais énormément d'histoires. Avec mon frangin, on se faisait, des spectacles, on se costumait, on voilà. C'est le genre, je pense que tous les comédiens vont partir de la même chose. Ils vont dire que quand ils étaient petits, ils adoraient ça, écrire des histoires, se raconter des histoires, s'inventer un petit peu des aventures. Ok, donc tu as commencé à 8 ans, et après tu as fait combien de temps de théâtre derrière? Et en fait, après, j'ai pas arrêté. Ok, C'est-à-dire que mes parents j'ai eu la chance que mes parents voient que ça me plaisait vraiment. Ils ont commencé à m'inscrire dans une compagnie locale, qui s'appelait le Théâtre de l'Arc-en-Ciel, qui était dans ma petite ville. Et on montait des spectacles effectivement à l'année et puis j'ai continué dans cette compagnie-là et ma mère a dit que j'avais l'impression que ça stagnait un petit peu et donc après on est parti sur, plutôt sur Le Havre, là où j'étais avec le théâtre des Bains-Douches et partout où je suis allée dans le cadre de mes études, j'ai toujours raccroché en fait à des compagnies. tu as parcouru toutes les planches de Normandie, je crois. C'est exactement ça. Oui, moi c'est un petit peu le triangle normand donc Le Havre, Caen, Rouen, c'était Ouais. un peu mes Mm. scènes, c'est ça.
Ok, très belle région. Ah oui, et quand est-ce que tu as appris ce que c'était une voix off? Et ben, en fait, voix off, moi, ça me parlait pas jusqu'à il y a très peu de temps. La voix, elle était partout pour moi depuis très jeune. Des histoires que je pouvais écouter en cassette, sur mon petit, magnétophone. Mais, comédien voix off, c'était pas quelque chose qui voilà, pour moi, on était comédien, avant tout. Donc c'était pas un terme, en fait, qui me parlait forcément. Et c'est quand moi, j'ai réfléchi à ma réorientation professionnelle, que là, j'ai vu apparaître le terme et voilà. Mais pour moi, avant tout, c'était juste, comédien, comédienne. C'est ce qu'on nous inculque aujourd'hui, hein. On dit que comédien voix, c'est avant tout un comédien. Exactement. Beh, je crois en fait que je l'avais déjà intégré. Ouais. Bah, chose qui se disait peut-être pas forcément il y a 10, 15 ans, où un comédien voix, on l'assimilait vraiment à la voix, quoi. Mais aujourd'hui, avec voilà, la montée en puissance, la polyvalence qu'il y a dans tous les secteurs d'activité, tout ça, bah, on se dit que comédien voix, il faut être comédien avant tout, quoi. Et que la voix, c'est une technique, comme le théâtre, comme le jeu face caméra, tout Exactement ça, et c'est des techniques qui différentes. s'apprend. Parce que comédien voix off aussi, effectivement, comme tu le dis, c'est une technique particulière qui est complètement différente du milieu du théâtre, vraiment. Ah oui, oui, c'est clair, hein, c'est pas la même chose. Déjà pour Oui, la oui, portée de être derrière. voix, c'est complètement différent. Et la technique aussi, ouais. Comment ton parcours au sein de compagnie théâtrale, toi, a façonné ta voix et ton jeu avant de commencer à te former dans la voix? Est-ce que du coup, comme tu as fait du théâtre depuis longtemps, tu avais déjà des prédispositions, que ça t'a aidé après à te former plus vite au niveau de la voix et du jeu? Je crois que c'est les différents personnages aussi qu'on peut aborder. Le fait d'avoir fait plusieurs compagnies, ça m'a permis aussi d'aborder des rôles différents. J'ai pu jouer dans Jeux de massacre de Ionesco, j'ai fait Les Bonnes, de Jean Genet, dans une mise en scène avec les papillons noirs à Caen où c'était vraiment très novateur, où les comment dire? Des comédiens en fait jouaient les rôles aussi des femmes. Enfin, on avait échangé 2 parties des pièces, c'était vraiment sympathique. J'ai pu faire aussi du Molière, j'ai joué dans du Feydeau, et puis il y avait une pièce aussi qui m'a beaucoup marquée qui s'appelle Lilium. C'est une pièce pas très connue en fait, c'est une pièce hongroise de Molnár et ouais, c'était des rôles assez puissants et intéressants à jouer et je pense que ça, on le garde en soi. J'ai envie de dire qu'on garde un petit bout de tous les personnages en fait qu'on a pu avoir, de tout le travail que les metteurs en scène peuvent nous donner et que oui, on va savoir peut-être le ressortir au moment, bah, soit par rapport à un rôle qu'on va jouer dans un podcast ou des petites émotions, en fait, qu'on garde en nous. Puis tu as fait aussi du Fedo, tu as dit, donc tu as quand même reçu des formations vraiment de base, quoi. Enfin, Passer par du fado où là, on est un peu dans le vaudeville et après dans des pièces un peu plus modernes, Jeux de massacre de Ionesco, par exemple, c'était quelque chose de vraiment très atypique, à jouer et ça permettait d'incarner énormément de personnages. C'était un peu déroutant aussi pour le public, mais ça façonne effectivement le jeu, oui. le jeu de comédien, On ouais, passe c'est clair. de quelque chose de très, très classique, à du moderne, oui. Toi, tu as une licence en cinématographie et un DUEG, DEUG, pardon. Oui, un Doug. Ouais, maintenant ça On peut n'existe dire plus les Doug? Doug. Allez. Ouais. En art du spectacle, en quoi ces études, toi, t'ont préparé à ton métier actuel de comédien de voix? Est-ce que ça t'a apporté euh, quelque chose en plus, une valeur ajoutée? Alors, je dirais que l'avantage de ces études-là, c'était une ouverture. Vraiment une ouverture d'esprit et d'avoir énormément aussi de choses et d'apprentissage. Parce que à l'époque, je sais pas maintenant comment ça se passe, parce que j'étais à l'université de Caen, en art du spectacle à Caen. Et on étudiait autant la peinture que, par exemple, l'analyse filmique. Donc vraiment on avait aussi tout ce qui était les études, aussi, théâtrales. Donc que ce soit le théâtre, les langues, la peinture, c'était vraiment les arts, dans le complet. Mais tout ça, ça m'a permis d'avoir, comme je dis, moi j'ai pas baigné dans ce milieu-là, donc ça m'a permis aussi d'avoir une ouverture et des rencontres, assez exceptionnelles. Un metteur en scène, par exemple, comme Claude Régis, que j'ai pu rencontrer, ouais, qui est Mhm. décédé en 2019, hein, mais qui a été un grand monsieur de théâtre, un grand metteur en scène. Ça voilà, ça permet de voir autre chose, voir ces pièces de théâtre en plus, jouées à Caen.
le rencontrer, pouvoir parler en cours avec lui de son travail, de toutes les personnes qu'il avait pu engager et voir une autre forme de théâtre auquel j'étais pas du tout confrontée. Pour le coup, Claude Régis, c'était l'éloge de la lenteur, donc on n'est pas forcément habitué à ça, mais il peut se passer rien pendant 5 minutes. Mais ce rien est déjà quelque chose. Juste une lumière sur scène, une musique et un personnage en fait qui se déplace avec une lenteur incroyable et ça crée une espèce de chose qui se passe dans la salle où les gens se demandent si ça va commencer, qu'est-ce qui se passe de malaise et oui, non, ça m'a appris tout ça parce que vraiment j'avais pas l'habitude de ça. On parlait de la voix off et des formations que tu as pu faire. Tu t'es formé à l'IMDA et auprès de Noëlla Finzi, qu'on embrasse très fort. Qu'as-tu retenu de ces apprentissages qui t'accompagnent encore aujourd'hui? Alors l'IMDA, c'était la première, c'est-à-dire que c'est, quand j'ai décidé justement de me former, hem, c'était assez particulier parce qu'on était encore en période de covid. Donc du coup, masque pour pouvoir justement, aller en formation. Donc quand on est en période covid et qu'on doit avoir le masque et qu'on travaille derrière les micros, c'était pas voilà, c'était pas ce qui était le plus simple. On va dire ça comme ça. J'ai pu travailler, avec des DA, on va dire très pointilleux, mais du coup qui m'ont vraiment, poussée en fait sur, voilà, sur le chemin de du micro. Parce que Mm. moi, c'est quelque chose que je ne pratiquais pas du tout. L'avantage de cette formation, c'est qu'elle était assez aussi, ouverte, autant sur du documentaire que sur de la publicité. On a même pu aborder un peu du livre audio. Et je dirais que vraiment, on va dire que ça a été mes fondations. Donc j'appellerais ça en fait, voilà. Si je dirais que l'IMDA m'a mis les bases de ma bâtisse, de ma future maison, Ouais, de voix off et ça, voilà, pour c'est ça, ça. je Les les en remercie. fondamentaux. Ouais, c'est Les ça, tout à fondamentaux. fait. C'était mes fondamentaux pour moi, hem, parce que la ce que j'avais comme bagage était vraiment, théâtre pur et puis la formation avec, Noëlla au studio Bellagio, ben, il faut Mm. enfin, il y a un duo d'enfer, hein. Arnaud Clerc et Oui. Noëlla, en fait, ensemble, ils sont au top. Mm. Et pour le coup, là, c'était, très intéressant parce que ça poussait un peu plus loin, parce que j'avais déjà, moi, commencé à travailler. Donc je voyais aussi un petit peu ce que pouvait être, le métier. Et puis, bah, Noëlla, avec son expérience, voilà, elle a un bagage incroyable, une gentillesse folle et du coup, elle nous on va dire qu'elle est dans la bienveillance et on repart avec, tous ses conseils, à la maison en tête et on d'ailleurs, on garde encore le lien. C'est quelqu'un vraiment de formidable. On On travaille le l'embrasse aussi fond, en d'ailleurs. fait, et après, on travaille la forme, en fait, derrière, sur les formations, sur sa masterclass et sur les formations qu'elle propose sur Paris. Et on embrasse aussi Michel Latino, j'ai pas précisé, à l'IMDA. Combien de temps ça s'est passé, pardon, à l'IMDA? C'était en fait, 1 semaine complète. Ouais. Donc là, c'était du non-stop, en fait, toute la journée. On va dire que j'ai eu la chance aussi que, vu que c'était période covid, déjà, il y avait moins de monde. On a commencé avec une journaliste de M6 qui était venue, elle, pour se former, parce qu'elle en avait assez que ce soit pas sa voix qui soit posée sur ses propres reportages et au final, en fait, elle s'est rendue compte que c'est pas tout à fait ce qu'elle attendait. Donc elle est repartie et donc on a terminé la formation à 2, à 2. Ah, Royal, royal, royal. ah ouais, ouais, ça permet de Donc, travailler pour vraiment, le quoi. coup, autant te dire qu'à 2 en formation, c'est comme si tu avais en fait 2 semaines non-stop. Ouais, c'est Parce que, ça. bah, le micro, tu as juste le temps de prendre les conseils de ce qui se passe avec la personne qui est à côté de toi et de pouvoir écouter, ce qui se joue et toi derrière, c'est déjà à toi de réenchaîner et c'est pour ça qu'on a pu aussi aborder le livre audio notamment, quoi. Hmm. Ouais, parce Donc, que généralement, on est 8-10 dans cette formation, et exactement, là, à 2 ça va beaucoup plus vite, ouais. bah, On tu as travaille tout compris beaucoup Alexis. plus, quoi. Ouais, ouais. Non, non, c'est sûr. Exactement. Donc du coup, en fait, même si c'était qu'une semaine, cette semaine-là, elle a été vraiment d'enfer. Le temps de passer, Intense. le temps de passer hyper vite quand même parce que, bah, ouais, on est tout le temps à travailler, quoi Ah non, mais elle devait et être ça vraiment, intense. c'était À la une très, fin, très bonne expérience. à la fin de la semaine, tu devais ne plus en pouvoir, hein. J'avoue que tu en veux quand même encore. On est, c'est je sais pas si tu as eu la chance de pouvoir aussi partir dans ce genre de formation, mais on a toujours envie d'y retourner. Bah, c'est une bonne chose de se dire ça. Parce que souvent, à la fin d'une semaine comme ça, on arrive complètement rincé, exténué, surtout si si vous étiez que deux, le 10, t'arrives complètement fatigué, franchement, si tu es dans
dans un état où tu es complètement lessivé, mais que tu as envie derrière, c'est que c'est un bon C'est point. une bonne fatigue, c'est ça, Ouais. c'est exactement ça. C'est une bonne fatigue, c'est-à-dire que tu repars en te disant waouh, tu dis, tu dors bien la nuit et tu repars le matin et t'es motivé en fait. Et c'est là où tu sais en fait que t'as choisi la bonne voie, c'est qu'à de le dire, Ouais, et que c'est tu te trompes ça. pas dans ce que tu as envie de faire. Alors après toutes ces formations, comment ta carrière a décollé derrière? Est-ce que tu as créé ton home studio juste après la formation? Comment s'est passée cette transition après les formations? C'est long, c'est un long parcours en fait tout ça. Ça se met en place, petit à petit. Moi, le déclic, il y a pas mal de gens qui disent que le déclic, c'était le Covid. Moi, le déclic, en fait, je l'ai eu avant le Covid. C'était en 2019, en août 2019. J'étais partie revoir justement, on parlait de la licence cinéma et de la licence théâtre. Dans mes années de DUG, j'ai fait en fait un film, un court métrage, et j'ai rencontré un étudiant comme moi qui s'appelait Thomas Joly. Donc voilà, si tu vois de qui je parle. Donc maintenant, c'est vrai que quand je vois le parcours qu'il a et je me dis qu'il a monté les JO et que, enfin voilà, maître, c'est incroyable. Qu'il a fait Avignon, enfin voilà, tout le parcours que Thomas peut avoir, c'est extraordinaire. En fait, on était à la fac ensemble et moi, je l'avais pris sur mon court métrage pour faire le rôle principal de mon court métrage. Ok, Et du coup, je l'ai suivi en fait de sa compagnie des tout débuts, parce que du coup, on était copains. Euh, et au ouais. fur et à mesure, ça faisait longtemps en fait que j'avais pas revu au théâtre. Et il jouait à Rouen, au Jardin des Plantes, en extérieur. Et ça m'a donné envie de retourner le voir. Et quand je l'ai vu jouer, eh ben, j'ai pas été bien. J'ai pas D'accord. été bien du tout parce que, en fait, ça m'a fait vivre quelque chose intérieurement d'assez difficile. Je me suis rendu compte que j'étais pas vraiment épanouie, que le théâtre, en fait, ça me manquait énormément. Et on a passé beaucoup de temps ensemble après la représentation, on a discuté, et j'avais l'impression que ma place, en fait, elle était là. Et ça a été un choc pour moi. Et en fait, ouais, mon déclic, il a été plutôt là, de me dire comment, voilà, comment je vais faire pour pas tout quitter et à la fois quand même ne pas d'avoir en fait cette impression de pas vivre en fait ce que j'aurais dû vivre. Et, Et là- c'est comme ça en fait que la voix, ça m'est venu parce que je me suis rappelé de toutes les histoires que je pouvais écouter petite. Moi, je suis bouffée aussi à la radio, hein, j'écoute la radio tout le temps, des fictions sonores, j'en ai avalé des tonnes. En fait, je mange par les oreilles, moi. Je prends tout ce que je peux écouter. Et ce projet, il est venu petit à petit. Donc, on va dire que comment ça s'est lancé, comme un peu beaucoup de personnes que tu as dû recevoir, hein, même toi, je pense aussi, hein, c'est le placard avec les oreillers dans le fond du placard, avec ton micro et pour essayer de... Voilà, donc la tête dans le placard pour commencer. Et puis, au fur et à mesure, on se forme, on achète un peu un micro de meilleure qualité. et ça devient un grand dressing. Et voilà, et du coup, j'ai la chance d'avoir aussi voilà, un sous-sol maintenant aménagé en home studio. Et ça, je sais que c'est un luxe. Et, euh, et j'ai la chance d'avoir aussi quelqu'un qui a pu me faire quelque chose de très très propre. Donc, merci à mon chéri, Mm. merci à lui. Et voilà. Et c'est vrai que j'ai reçu pas mal de personnes dans le studio, et notamment Yann Harris qui était venu me voir et qui m'avait dit que l'acoustique était bonne aussi. Donc, être avec des gens qui travaillent dans le son, qui travaillent dans tout ça, dans le mastering, et qui te disent en fait que ce que tu as fait, c'est bon, ça valide un peu tout ça. Et Ouais. Je te dis que t'as pas fait tout ça pour rien, quoi. Surtout. oui. Et Mm. puis des fois, en fait, ce qui lance, ça va être le hasard, hein. C'est quand tu commences à parler de ce que tu as envie de faire, c'est quelqu'un. Moi, ça a commencé, quelqu'un qui me dit, mais moi, je connais en fait telle personne qui fait des émissions sur les comédiens de doublage. Un peu comme toi, en fait. Mm. Quelqu'un qui faisait des interviews. On m'a donné son numéro. Cette personne m'a dit, bah attends, si tu veux, je te mets en contact avec un comédien de doublage. Donc, pour pas le citer, hein, Jean-Cyprien Schenberg, qui lui, du coup, a bien voulu m'écouter, parler de mon projet. Et il m'a dit, mais moi, je connais quelqu'un, en fait, qui fait du coaching. Donc, il m'a renvoyé sur quelqu'un d'autre qui m'a dit, bah, lui qui était ingé son et qui était justement aussi comédien. Et lui, voix off, pub à fond, enfin, vraiment top. Et qui m'a appris en coaching. Donc, merci Nicolas Martin, à toi, de m'avoir pris, de m'avoir accepté.
et il a pris du temps sur son temps perso, les mercredis, pour me former aussi, en plus, en fait, de ce que j'avais fait. Il m'a fait taffer énormément Mm. et ça, voilà. Et c'est des jeunes en plus, parce que voilà, moi je suis une vieille. Et du coup, ils ont été adorables parce que tous les deux, c'est des gamins par rapport à moi. Et ce qui est rigolo, c'est que la première chose qu'ils m'ont dit, c'est courageux à ton âge, en fait, de vouloir changer. Donc j'avais l'impression d'être un dinosaure, Denver, le dernier dinosaure. Mais voilà, donc en fait, même des petits jeunes, en fait, voilà, ils ont bien voulu me laisser ma chance aussi. Et petit à petit, de fil en aiguille, c'est comme ça que ça a pu se lancer. Et puis Yann Harris m'a donné la chance sur des podcasts. Et au final, bah voilà, c'est. Avec le Si on m'avait réseautage, dit, hein, c'est ça, si on m'avait dit il y a 4 ans que j'aurais été voilà, vu des millions de fois sur Hugo Décrypte, que j'aurais fait des pubs nationales comme pour Badois, voilà, j'y aurais pas cru, quoi. Donc, ouais, bah, on va en parler après, ça tombe bien. Mais déjà, beaucoup se forment à la voix off tard, entre guillemets. Beaucoup qui ont commencé à 45 ans, même à 50 ans, et qui en font leur métier aujourd'hui. Donc, faut rien lâcher. Puis, il faut toujours se dire que tout est possible. Et ouais, belle abnégation de ta part, en tout cas. C'est pas évident de se reconvertir comme ça, en plus. Euh, donc, chapeau. Et bah, tu parlais de Thomas Joly tout à l'heure. Pour ceux qui savent pas, il a reçu un Molière, je crois, cette année. il a reçu un Molière, Il Thomas, a oui. reçu un Molière et il était directeur artistique des JO de Paris. Directeur Bravo. artistique des JO, il a monté des pièces monumentales comme Henri IV. Enfin, voilà. C'est un très bon comédien et un très grand metteur en scène. Et il a remonté Starmania aussi, qui a vraiment bien fonctionné. Il a fait une tournée incroyable avec Starmania. Il y avait eu un coup de frein justement parce qu'au moment où il avait monté le projet, bah, le Covid était arrivé entre deux. Et une fois qu'il l'a remonté, il en a vraiment en fait fait quelque chose d'encore plus moderne et adapté. Et on a l'impression en fait que Starmania est vraiment actuel, quoi. Donc de Plamondon à lui, il y avait vraiment quelque chose de chouette à voir. J'avais été aussi au Zénith pour aller voir cette réadaptation, mais c'était Mm. chouette. Mais écoute, il fait pas forcément de la voix, il fait beaucoup, beaucoup de choses. Mais si on veut faire une émission exceptionnelle, il est le bienvenu. Il peut venir. Bon, bah écoute, il est bienvenu en tout cas. Tu peux lui passer le message. Très bien. On va parler des projets et collaborations que tu as eus. Donc, comme tu l'avais un peu mentionné aussi, tu as prêté ta voix à des marques comme Badois, Paramount Plus ou la Massif aussi. Et tu as aussi fait de la voice-over pour Hugo Décrypte. Alors, Hugo Décrypte qui a presque 4 millions d'abonnés, je crois, hein. Oui. C'est énorme. Comment... Alors, tu as parlé un petit peu du réseautage, voilà, d'avoir côtoyé des personnes, tout ça. Comment on arrive à de tels projets et collaborations? Comment c'est venu un peu tout ça, même si s'il y a des choses qui sont confidentielles, n'en parle pas, c'est pas de souci, c'est pas un souci si tu en parles pas, mais comment on arrive à en faire des projets comme ça? Parce que j'imagine que ça va être des castings assez incroyables parce que VoiceOver pour Hugo Décrypte, je pense que beaucoup, par exemple, voudraient en faire. Euh, Oui, Peux-tu nous raconter ces collaborations et celle qui t'a particulièrement marqué? c'est rigolo que tu dises que beaucoup, par rapport au voice-over sur Hugo Décrypte, j'ai un comédien de doublage qui récemment m'a contacté sur Facebook en me demandant justement comment j'avais réussi à pouvoir faire de la voice-over en fait pour Hugo Décrypte. Hmm. Heu, alors que lui, il fait du doublage pour des séries de ouf. Et du coup, je lui dis: «Mais tu te rends pas compte, tu as de la chance, tu fais des films, tu fais des séries, c'est incroyable ce que tu fais toi». Et lui, il me disait: «Mais j'arrive pas justement à pouvoir, aller là-dessus». Donc comme quoi en fait des fois enfin voilà. Moi j'avais vraiment envie, par rapport à lui, ses projets qu'il pouvait faire dans le doublage et lui, ça lui disait de faire de la voice over. C'était rigolo cet échange-là. Et bah, tout ce que j'ai pu avoir comme ça, en fait, bah, c'est du casting. C'est du casting, donc après par exemple, sur Badois, c'est la première fois que c'est la marque qui me redemande. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait 2 collaborations avec Badois, cet été, en fait, la boîte de prod m'a rappelé en me disant que, bah, les clients m'avaient redemandé. Et j'avoue que c'est la première fois que je ne passais pas de casting, pour le coup. Qu'on me redemandait. Pas tout à Ok. fait parce que j'ai travaillé aussi pour, une chaîne en fait d'hôtellerie qui s'appelle barcelo.com
Et en fait, j'ai été sur 4 projets pour eux, en fait, donc j'étais un petit peu leur voix régulière et ils me rappelaient systématiquement sur les projets. Mais là, pour Badois, j'étais quand même assez contente, en fait, qu'ils puissent, me rappeler. Mais oui, c'est du casting et pour le coup, c'est une chance de pouvoir avoir été choisie parmi toutes les personnes, en fait, qui doivent passer le casting en même temps, quoi. Bah oui, c'était sur les plateformes en ligne. Oui, Ouais, exactement, sur des bah plateformes en ligne, bravo. ouais. Ouais, tant qu'il Donc, y a 70 réponses par moment. Et ça doit être une fierté quand même de te dire que c'est toi qui as été prise au final. après, t'en as parlé sur une de tes émissions, du syndrome de l'imposteur. Je sais plus avec qui vous aviez discuté de ça Oh, avec beaucoup de et monde, hein. ouais et en fait, des fois, ça met énormément de pression parce qu'on se dit: «Est-ce que je vais faire assez bien? Est-ce que je vais être» en fait, cette notion d'être à la hauteur, je trouve qu'elle est, enfin, alors je sais pas si c'est un manque de confiance en soi, mais je me mets énormément de pression. Donc et des fois, justement, récemment, on m'a dit: «Mais en fait, la pression, c'est bien parce que c'est ce qui permet aussi de se booster et de vouloir, en fait, aller au-delà, se dire que je vais faire encore mieux. Mais il faut pas qu'elle soit non plus trop présente, cette pression, parce que si elle est trop importante, en fait, c'est là où on va dire qu'elle va, complètement nous bloquer. Donc faut trouver, tout à l'heure tu parlais de juste équilibre et bah, là-dessus c'est exactement ça Alexis, il faut trouver le juste équilibre en fait, entre envie de se dépasser et pas en fait se retrouver complètement bloqué. Non, mais Mais je suppose que toi aussi ça doit t'arriver en oui. fait ce Mm. truc, un petit peu de se foutre la pression? Oui, oui, évidemment. Ouais. Ouais, puis il y a aussi un enjeu financier pour beaucoup. Cette pression de se dire que il y a des fins de mois difficiles et qu'il faut réussir les castings. Donc il y a ça aussi. C'est pas évident. Par rapport à Hugo Décrypte, j'ai aussi, on embrasse Rachel Robert, qui est une comédienne voix que tu connais. Elle fait aussi, alors je sais pas si c'est voice-over ou voix-off des émissions, mais pour Cyprien aussi. Il y a un autre youtubeur D'accord. et c'est pareil, c'est chapeau à elle parce que ça doit être des castings assez importants. Je sais pas comment elle a eu ses projets, mais franchement, chapeau à toutes les personnes en tout cas qui réussissent à décrocher ces contrats. C'est pas évident, Surtout quoi. que sur la voice over en général, ils te prennent pour, tu postules en fait pour un morceau qu'ils vont te faire passer, donc tu as 2 phrases sur lesquels, en fait, tu dois jouer, donc ce qui est vraiment très, très court pour pouvoir, montrer et derrière, quand toi, tu reçois le script, tu te rends compte, en fait, que, tu as différents personnages. Donc moi, sur un des documentaires que j'avais fait, c'était un documentaire sur la K-pop, donc c'était, bah, on va dire, le personnage principal que tu suivais durant tout le documentaire, mais à côté de ça, en fait, dans un bout du documentaire, tu deviens une petite fille Hmm. de 8 ans qui était en train de passer un casting. Après, je devenais une activiste qui parlait en fait devant un tribunal. Donc et heu et voilà et tu t'y attends pas forcément en fait et c'est pas 12 comédiens, mais effectivement, c'est à toi qu'on va demander de faire au moins 4 rôles différents, quoi et il faut que tu te dises que ça doit rester cohérent pour le public qui va l'écouter en VF. Tu travailles également dans le doublage. Donc comment tu te prépares, toi, pour incarner un personnage animé ou de jeu vidéo? Je vais reprendre ce qu'on m'a dit en fait que la vérité, elle était dans les yeux des personnages. C'est-à-dire aller chercher en fait, ce qu'il y avait là-dedans. Donc que ce soit en fait, du doublage avec, bah, des vrais comédiens, hein, de chair et d'os ou, dans l'animation, comme là ça peut l'être sur un jeu vidéo par exemple et je travaille ça, aussi, pas mal. C'est vrai que maintenant ça s'est démocratisé avec les bandes rythmo, on peut aussi bosser de chez nous. Mais voilà, je dirais que chercher en fait la vérité dans les yeux des personnages, c'est aussi ça qui va nous faire trouver le ton juste et essayer de se décrocher en fait de la bande rythmo pour vraiment se mettre, dans ce qui se passe. Donc voilà et une anecdote là-dessus, c'est, j'avais bossé justement donc, avec Nicolas Martin sur du coaching, sur du doublage et c'était des personnages un peu animés, avec des très, 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 très grands yeux. Et quand il me coach, il pardonne pas. C'est-à-dire que quand c'est nul et il est capable de le dire. Et à ce moment-là, en fait, on termine la session, il me dit: «Bah, voilà, franchement là, c'était bien, tu étais dedans, c'était il a fallu attendre qu'elle ait des gros yeux pour que tu comprennes» parce que le personnage effectivement avec des yeux gigantesques. Donc voilà, donc du coup maintenant à chaque fois, il me le dit, il me fait: «Pense aux yeux». Donc voilà, si vous voulez réussir, pensez aussi à choper le regard des comédiens. Ben, on en parle souvent. Dans les yeux du personnage, c'est ce que beaucoup de Exactement. comédiens de doublage disent, ouais.
effectivement. Et Donc, j'ai fait une session d'apprentissage avec Emmanuel Kersan, c'était au mois de mars, quand je l'ai rencontré. Et, ouais. euh, et j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec lui toute la journée, parce qu'il n'y avait pas grand monde en fait sur ce jour-là. Et du coup, on a vraiment bossé aussi ensemble. Et c'était agréable en fait d'avoir aussi lui ce qu'il voyait. Et on a beaucoup parlé aussi de l'engagement du corps. C'est-à-dire Hmm. que quand je vais bosser, par exemple, sur de la pub, je suis assise la plupart du temps. Quand je vais bosser sur des rôles comme ça, par contre, enfin voilà, je vais être debout, je vais bouger, voilà. Il y a un engagement du corps qui est différent. Ouais, mais t'as eu la chance de pouvoir le côtoyer. Il est décédé il y a 3 semaines, Exactement. Ouais, malheureusement. ouais. Donc, ouais, ouais, beaucoup en plus ne disaient que du bien, que ce soit humainement ou professionnellement. Donc voilà, on pense aussi à ses proches et sa famille. Et merci pour cette intervention. Euh, la scène, tu l'as jamais quittée, ou alors un petit peu. C'est vrai que t'en avais parlé tout à l'heure. J'avais pas voulu te couper, pardon, mais moi aussi, j'avais arrêté le théâtre pendant quelques années pour me consacrer à la voix off. Je fais une petite aparté là-dessus, et ça m'avait beaucoup manqué. Et je me suis dit, il fallait que je reprenne absolument le théâtre. Et c'est ce que j'ai fait, mais que depuis cette année, même si j'avais joué un petit peu en 2023. Mais bref, toi, on parle de toi, on parle pas de moi. Et bah, tu continues à jouer au théâtre dans des spectacles jeunes publics, Émilie Jolie, escape game théâtralisé. Alors, tiens, d'ailleurs, c'est marrant ça, l'escape game théâtralisé. Tu vas nous raconter un petit peu ce que c'est. Conteuse en live. Et voilà, qu'est-ce que le public en direct t'apporte et que le micro ne peut pas? Même si je connais un peu Waouh. la réponse, mais tu vas nous parler un peu Oui. de ton ressenti, toi. Je dirais que, enfin, là, quand on est sur scène, il y a quelque chose en fait moi, ça me prend aux tripes et c'est viscéral. La scène, le théâtre, le fait d'avoir les réactions en direct des gens, Hmm. de pouvoir en fait voir ce qui se passe. Euh, Là, quand tu parles d'escape game, en plus, là, c'est vraiment différent parce que quand on est sur une scène de théâtre, il y a toujours cette distance plus ou moins qu'il y a avec le public. Lorsqu'on est dans un escape game, on est vraiment à proximité avec les gens. Pour le coup, tu les as en face de toi, à côté de toi. En plus, tu es enfermé dans la même pièce qu'eux. Voilà, tu vis ça avec eux, tu vois comment en fait ils réagissent et c'est incroyable. Je trouve qu'en fait, on se nourrit de la réaction des gens et ça donne une énergie folle. Et puis d'avoir des retours en vrai, de partage et d'échange, c'est important aussi. Après, quand je compte en direct, alors je le fais de deux façons. Soit effectivement c'est face publique, mais sinon tous les mois, je compte via une plateforme qui s'appelle Happy Visio, qui est à destination en fait plus d'un public senior. Et on m'a recruté là-dedans pour pouvoir raconter des histoires à l'origine pour les enfants. Donc, il cherchait une conteuse et il voulait faire un projet intergénérationnel. L'idée, c'était de rassembler les grands-parents et les petits-enfants sur un moment d'histoire ensemble pour pouvoir partager un moment là-dessus. Donc, j'ai commencé comme ça. Et puis, en fait, les histoires, ça a bien fonctionné. Et on m'a dit, ah, ce serait bien d'avoir aussi du contenu pour adultes. Donc, on a décidé de se mettre dans les histoires de Pierre Bellemare, avec les crimes, etc. Et du coup, bah, tous les mois, en fait, je compte des histoires, en fait, assez des fois atroces de crimes, d'enquêtes, etc. Et là, je suis avec un public, certes, c'est de la visio, mais les gens réagissent en direct en fait sur le chat. Et ça, j'y tiens énormément et on a des retours extraordinaires. J'ai une dame qui me suit depuis 4 ans, qui continue en fait d'écouter les histoires tous les mois. Et en fait, cette dame-là, elle est en train de perdre la vue. Et un jour, elle m'a dit, vous devenez mes yeux, Stéphanie. Et à se sentir utile à ce point-là, en fait, Ouais, c'est voilà, c'est très c'est touchant. gratifiant. C'est touchant, Mm. ouais. L'escape game théâtralisé, est-ce que c'est donc t'as la scène, t'as le public. T'es dedans, t'es enfermé avec eux. Ah, t'es enfermé avec eux. Moi, je pensais que T'es c'était. enfermé avec eux. C'est-à-dire que t'es comme un maître du jeu. Donc tu as à Ok. la fois en fait le comédien qui va animer ce qui s'y passe. Donc tu es costumé, hein, voilà, Hmm. tu es dans ton rôle. Tu vas exposer la situation, comment dire, aux personnes qui se retrouvent enfermées avec toi. Et bah, comme dans le truc d'un escape game, ils ont un temps donné pour pouvoir réussir à avancer dans l'enquête. Au fur et à mesure des indices qu'ils vont pouvoir trouver, toi, tu déroules un peu ton jeu, qui est en majorité, en fait, tu as ton histoire,
Et toi, tu improvises par rapport aussi à ce qui s'y passe. Hmm. Tu vas improviser par rapport aux personnes avec qui tu vas te trouver parce que c'est pas forcément les mêmes tranches d'âge, les mêmes personnes qui ont l'habitude ou pas de faire des escape games. Et c'est ça qui est aussi incroyable. Ah, c'est génial d'avoir pu mettre en immersion voilà, un public directement sur l'escape game. Souvent, on fait ça voilà, en petite comité, tout ça, sans que personne nous regarde, à part l'intervenant, forcément, qui nous aide. Mais c'est marrant d'avoir mis ça en scène et je pense que ça peut être un très bon jeu d'improvisation, de pouvoir mettre, je sais pas, tu changes le décor et puis les comédiens, ils arrivent et puis t'essaies de chercher, etc. Et le public est là, interagit avec eux. Ça peut être aussi une bonne source d'inspiration pour ceux qui veulent faire de l'improvisation. Ce que tu parles, ça me fait aussi pas mal, le fait de faire participer le public, ça me fait pas mal penser au théâtre forum. Moi, ce qui me plaisait aussi dans le théâtre, euh, dans cette idée aussi de changement, j'avais rencontré un formateur incroyable qui travaille aussi, lui, il est comédien, il est psychosociologue, il s'appelle René Badache et il fait du théâtre forum à Paris. Et du coup, on avait beaucoup discuté autour de ça. Donc, bah, c'est Augusto Boal qui avait lancé le Théâtre Forum avec son Théâtre de l'opprimé. C'est parti donc du coup dans les années 60 de l'Amérique donc du Sud, où justement il y avait pas mal de dictatures à ce moment-là dans le pays. Et l'idée, c'était que les gens puissent essayer de résoudre les conflits et leurs sensations d'oppression. Donc, pour ceux qui connaissent pas, le théâtre forum, on joue une situation problématique et après, ce sont les spectateurs qui vont être amenés à rejouer la scène en essayant de faire des propositions. Et là, quand on dit être acteur, ça prend tout son sens parce que justement, là, ils vont être acteurs de la scène et ils vont proposer quelque chose. Donc, on devient aussi acteur de notre propre vie parce que eux, c'est pour résoudre en fait des soucis de leur quotidien. Maintenant, ça se fait énormément sur le harcèlement aussi, notamment dans les écoles. C'est des interventions qui se font. Ça, j'en ai fait pas mal quand j'étais prof de théâtre aussi. Euh, Avec les jeunes, c'est quelque chose qui peut vraiment bien fonctionner. Comme quoi, en fait, le théâtre ou la voix ou tout ça, en fait, ça a aussi du lien avec le social. Et ça, Mm. je trouve ça important. Et si tu devais choisir, te sens-tu plus dans ton élément dans l'interprétation scénique ou derrière le micro? C'est un piège, ça, comme question. Ouais. Je dirais les deux, mon commandant, si par exemple on va parler de fiction sonore. Ah ouais. Donc si on est dans une fiction sonore, c'est quelque chose où dans les contes pour enfants. J'adore tout ce qui est l'univers en fait de la littérature jeunesse. Je suis une grande adepte en fait de la littérature jeunesse, j'en lis énormément. Hmm. Et c'est quelque chose que j'aime bien parce que tu es dans l'interprétation justement de énormément de personnages. Et ça me plaît beaucoup. Euh, je suis pas une grande fan de publicité. Alors, si mon coach il m'entend, il va me disputer. Hmm. Parce que lui, il aime beaucoup quand je fais de la pub et c'est pas trop ce que j'aime faire en fait. C'est Ce ton c'est pas promo, moi. tu parles qui La te stimule publicité en pas? soi, j'aime pas trop ça. Faire de la pub, Ok. tu vois, par exemple, effectivement, quand on parlait par exemple de Badois, de Paramount et tout, Hmm. bon, bah voilà, c'est les castings que je vais le plus trouver. La pub ou tout ce qui va être institutionnel, c'est ce qui va le plus fonctionner, mais c'est pas ce qui me fait vibrer, vraiment. Hmm. Toi, Donc, tu bosses aussi oui. pour les livres audio? Pour Alors, jeunesse. justement, c'est un de mes grands regrets, c'est que pour l'instant, en fait, je n'ai pas fait de livre audio. Je compte en direct, mais je n'ai fait aucun livre audio. Ok. Et Bon, ça ça, viendra peut-être. j'aimerais bien. Après tout, t'as que 4 ans C'est d'expérience, ça, donc je suis une petite jeune encore. ouais, c'est ça, bébé voix off, comme on dit. Voilà, c'est ça. Bébé qui va devenir grand, j'espère. J'ai encore, pour une fois, qu'on peut dire que je suis jeune quelque part. Voilà, je passe un excellent moment avec toi, Alexis, pour le coup. Merci beaucoup. T'as vu? J'ai mis en avant les blondes, j'ai pas été trop méchant. Après, Non, voilà. tu vois, bébé. Je vais te recommander autour de moi. Ouais, ouais, ouais. Merci. On va parler un peu de l'évolution du métier et de l'avenir. Comment toi tu ressens un petit peu tout ça? Comment vois-tu l'évolution du métier de voix off avec l'arrivée massive des podcasts, de l'IA, des casseurs de marché? Voilà, quelle est ta vision, toi? C'est un grand sujet d'inquiétude chez beaucoup de personnes. On en parle depuis pas mal de temps maintenant et ça avance très vite. Ça avance très vite et si on prend du recul il y a 3 ans, en fait, j'ai commencé au mauvais moment. C'est ce que tout le monde me dit.
que du coup, effectivement, j'ai commencé à un moment donné où l'IA commençait à pointer le bout de son nez. Et maintenant, ils font des IA qui respirent, euh, qui sont capables d'avoir effectivement ce ton humain, entre guillemets. Ça peut permettre. Voilà, ça inquiète. Enfin, je comprends que ça inquiète beaucoup de comédiens. Comme tu dis, ça casse le marché. Il y a pas longtemps, sur LinkedIn, j'ai lu un article assez pertinent sur le fait que peut-être que ça n'allait pas faire disparaître les comédiens, mais que ça allait casser complètement les prix du boulot, hein, que ça allait Mm. déprécier en fait vraiment la qualité du travail du comédien. Et tant qu'il n'y aura pas une vraie législation qui protégera le travail humain, et là on parle de la voix, mais moi je parle de tous les métiers. Tout secteur Les gens d'activité. qui, enfin, je veux dire, Mm. c'est demain, c'est les photographes, ce sont les graphistes, enfin, Mm. c'est tous les métiers, les scénaristes, et ça, ils l'ont compris aux États-Unis bien avant nous, hein, puisque il y a eu cette grande grève des scénaristes aux États-Unis. Euh, et puis, c'est qu'est-ce qu'on veut aussi offrir à nos enfants plus tard. Moi, je sais que j'ai grandi avec la voix de Benoît Alman dans mes oreilles, qui me racontait des histoires pour enfants. C'est vrai que c'est encore un des grands qui a disparu il y a peu de temps, mais Ouais. euh, c'était tellement un passionné que effectivement, il continuait de faire du livre audio pour 3 francs 6 sous, mais parce que il adorait ce métier-là et on sentait que c'était vraiment quelque chose qui le faisait vibrer. Et quand on a envie de se dire, bah, c'est tel comédien en fait qui est derrière cette histoire-là, c'est quelqu'un de chair et d'os qui vit, qui respire, qui a des véritables émotions. Est-ce que plus tard, moi, quand j'ouvre la porte d'un studio, j'ai envie de voir en fait que c'est une machine qui soit derrière, plutôt de rencontrer quelqu'un et d'échanger. Et ça, tous les gens qui vont dans des conventions, qui sont fans justement de ces comédiens de doublage, ils le ressentent aussi. Là maintenant, ils sont en train de parler d'une IA qu'ils appellent la super intelligence, une IA qui va être capable d'elle-même en fait de s'auto-corriger enfin, moi ça me fait peur. J'avoue que ça me fait peur. Ben là, Et une je te dis que actrice IA, là, alors on tourne l'émission, on est le 3 octobre 2025. Une actrice IA, là, ça en parle depuis 2 3 jours, là. exactement, tout à fait. Mais ça va partout, la musique. Là, ils viennent de faire un reportage sur une chanteuse avec des millions de followers sur son Instagram, qui vient de décrocher un super contrat. Elle n'existe pas, cette chanteuse. Elle n'existe pas. Putain, fou. Et donc, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on a envie d'offrir. Il y avait eu tout un scandale sur Mon Petit Poney, enfin, l'émission pour les enfants, là, le dessin animé pour les enfants, où ils ont commencé en fait à virer tous les acteurs pour faire le doublage en IA. Donc, ce ne sont plus des comédiens derrière. Donc, et ça, ce qui va se faire, c'est comme par exemple pour le son avec le MP3. Le MP3, c'est formidable parce que ça nous a permis d'avoir tous beaucoup de musique sur des tout petits supports incroyables et démocratiser la musique, mais ça écrase le son. Mais notre oreille, il est habitué en fait à une moindre qualité. Et quand on voit maintenant tout ce qui va être sur YouTube, les recettes de cuisine, etc., à force, alors je vais être un peu vulgaire, mais à force d'entendre de la merde, en fait, on va s'habituer en fait à ce peu d'exigence en termes de jeu et d'humanité. Et tout à l'heure, tu parlais de la passerelle en fait entre la scène et la voix off. Bah, moi, je dirais qu'en fait, ce qu'il faut garder, c'est la sincérité et la transmission. Et quelle Mm. transmission on va avoir en fait quand ce sera des machines? Quand tout sera généré par des machines, qu'est-ce qui restera en fait de nous, de l'humain? Mm. Et quand on parle comme ça, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui me trouvent rétrograde en me disant que je suis contre le progrès. Je suis pas contre le progrès, je suis simplement pour on va dire, légiférer là-dessus. Il va falloir que bah, la valeur humaine, ce soit une valeur ajoutée et qu'on protège, et que quand c'est généré par les IA, ce soit forcément noté. Dire attention, ce que vous voyez là, en fait, ce n'est pas la réalité. Cette image-là, elle est fausse. Cette voix-là, elle n'est pas réelle. Et bah, en fait, avoir une espèce de label rouge, hein, mais un label rouge des comédiens et avoir aussi ce truc-là pour la voix, pour valoriser vraiment le Mm. travail. Mm. Oui, on arrive bien à le faire, mettons, sur des aliments, on va dire, Nutri-Score A, B, C, D. Alors, on va dire ça n'a rien à voir, mais ou alors des messages en dessous à consommer avec modération, des petits sous-titres comme ça, des sous-textes. On peut utiliser aussi pour aussi tous les projets artistiques, quoi.
en dessous des affiches qui sont faites par IA ou tout ce qui est fait Exactement. par IA en mettant en dessous une petite texte déroulant en disant que ça a été utilisé par l'intelligence artificielle, quoi. Et après, il reviendra à chaque personne, en fait, en individuel, de se dire qu'est-ce que j'ai envie de voir plus tard. Hmm. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est ça, en fait, que j'ai envie d'entendre, ou est-ce que je veux défendre, en fait, autre chose? Et on va dire que ça, du coup, c'est tout à chacun, en fait, ce sera un choix personnel derrière. Hmm. Oui, non, mais c'est ça. Bon, on va parler de choses un peu plus sympas, on va dire. Est-ce que tu as une anecdote amusante ou marquante lors d'une session d'enregistrement que tu souhaites partager aujourd'hui? Je dirais, on va dire, marquante. Tout à l'heure, tu parlais du fait d'une carrière ou quoi que ce soit qui commençait, qui débutait. Il y a 2 ans, j'ai travaillé, en fait, pour un film. Donc c'est là, on voit que la voix, en fait, elle est vraiment internationale. C'est une boîte israélienne, en fait, qui m'avait recrutée, pour un film pour un salon, de technologie, donc des nouvelles technologies. Et du coup, ce qui m'a marqué là-dedans, c'est qu'au début, je savais pas trop quels étaient les tenants et les aboutissants, en fait, de ça. Et j'avais postulé et la voix de référence était une voix, mais comment dire? Une voix des films d'action, comme tu peux voir dans les bandes annonces américaines avec vraiment une grosse voix qui parlait comme ça et elle faisait vraiment c'était très impressionnant et je me suis dit: «Mais pourquoi ils me font passer un casting là-dessus? Je ne corresponds absolument pas». J'ai postulé quand même, ils m'ont pris moi. Alors déjà, je vais te dire que c'était la première surprise parce que voilà, je ne voyais pas du tout la référence par rapport en fait, au côté anglais Est-ce que et tu as puis vraiment l'autre fait la voix que tu viens de faire? non, j'ai pas parlé comme ça. Mais du coup, c'était la voix anglaise. Mais du coup, ma voix qu'ils m'ont demandé, elle était, vraiment, très, très, caricaturale. Une voix qui faisait vraiment, on va dire tout ce que je déteste, vraiment pas naturel du tout, mais c'est ce que cherchait le client. Le client voulait ce côté, un peu exagéré, un peu, parce qu'en fait, c'était le clip d'ouverture, en fait, de l'événement. Donc, il voulait un truc vraiment, chaud à l'américaine, quoi, et donc c'était pour le salon de la tech, qui a eu lieu à Paris et j'ai appris, par la suite parce que du coup, ils m'ont demandé, à faire, un autre teasing et du coup, en fait, ma voix, en fait, est partie à Las Vegas pour, l'ouverture, en fait, d'un salon de la tech, à Las Vegas et c'était drôle, en fait, à l'époque de me dire que là, dans mon petit coin perdu de Normandie, ma voix allait résonner, dans un endroit où j'avais jamais voyagé, moi qui ai très peu voyagé dans ma vie et même si moi je voyage pas, mais ma voix voyage, voilà. Ah oui, c'est drôle ça de travailler pour l'international, pour des grandes marques, alors que, comme on dit souvent avec des potes comédiens, on est derrière le micro en caleçon, quoi. Alors, je m'habille, je tiens à le Oui, ah oui, préciser. non, je disais pas ça pour que tu précises, mais oui, non, mais c'est drôle cette anecdote, ouais. Euh, on en parle souvent avec d'autres comédiens. Donc, mais c'est marrant, voilà, tu parles Si aussi tu faisais des tous petits les voyages en patelins. fait que ta voix fait, ton passeport en fait aurait des visas dans Oh plein de là, pays du ouais, non, monde. bah, oui. Ouais, non, mais on serait polyglotte aussi. Exactement, ouais. Ouais, c'est clair. Quel rôle ou projet tu rêverais de faire et de prêter ta voix un jour? Ah, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, on l'a un peu C'est vrai. abordé, moi le livre audio c'est voilà, c'est Mm. un c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Travailler par exemple pour l'Uni avec la boîte à histoires, ben ça j'adorerais. J'en fais sur, ma chaîne YouTube un peu des histoires pour enfants, Ok. pour le plaisir en fait de partager ça, j'aime bien ça et puis si on parle vraiment du Graal, ce serait ouais, ce serait une fiction sonore. Pouvoir, pouvoir en fait, faire, des fictions, telles que sur France Culture, sur France Inter. Alors maintenant, là, ils en parlent en ce moment, mais avec, la nouvelle programmation sur France Inter où ils arrêtent, Autant n'importe l'histoire de Stéphanie Duncan qui justement permettait d'avoir des fictions sonores encore à heure de grande écoute et sur une radio qui voilà, qui est encore, bien écoutée comme France Inter. C'est un choix éditorial que j'ai du mal à comprendre. Ils défendent, le service public et ils sont en train, en fait, de tuer la fiction sonore. Donc mais travailler avec des gens comme, Baptiste Guiton, comme, Cédric Ossir, comme Marie Haute Picon, c'est, Sophie Haute Picon, pardon.
ce serait formidable de pouvoir, rentrer là-dedans. Mais quand je vois ce qui la place qu'il laisse en fait, à la fiction sonore, c'est triste. Ce que ça veut Mmh. dire, ce sont, bah, les gens qui mettent en scène ça, ça va être les scénaristes, ça va être, les bruiteurs, enfin voilà. Donc, si c'est pour que ça tombe dans les archives de l'INA et qu'en plus on ne peut que d'écouter en fait des vieilles fictions sonores, hein, c'est bien, mais du renouveau aussi, c'est chouette. Des studios comme Blind en fait qui font aussi des fictions, incroyables. Oui, carrément. Hem, Moi j'entendais justement sur des fictions sur l'INA, avec les vieilles voix de l'époque et tout. Ils font, donc, tu as la petite voix d'introduction, et ils disent: «Un film radiophonique», et tu vois? Ils appelaient ça des films radiophoniques. Ça veut dire à quel point, hem, voilà, c'était un film à écouter, vraiment. Tu es dedans. Beh, la radio existait avant la télé, hein, bien avant la télé. Et ça, c'est aussi un pouvoir, c'est-à-dire que, les enfants à qui on peut dire, «Tu lis pas assez», mais on peut lire aussi avec ses oreilles, en fait. L'audiolivre, c'est pas un gros mot. J'ai commencé moi les audiolivres parce que justement ma mère avait des cassettes à l'époque, pour les personnes déficientes visuelles. Maintenant, le livre audio s'est démocratisé énormément, mais moi j'ai commencé à apprendre, je mangeais du Eugénie Grandet, du Une vie de Maupassant, enfin c'est les grands classiques, en fait, je les ai Ouais. écoutés avec des voix comme Dussolier, enfin voilà. Et pour les jeunes qui, des fois, ont du mal à commencer la lecture, je pense que c'est pas mal ça, de les écouter. La fiction sonore, c'est ouais, non, j'y suis vraiment attachée. Donc si tu as une baguette magique, Alexis, voilà, mon souhait, ce serait ça. La fiction OK. sonore et le livre, après j'ai travaillé sur une application pour enfants il y a pas longtemps, donc c'est pas du livre audio, mais pour le coup, j'ai pu interpréter une petite fille, sur, pas mal d'épisodes. J'ai fait, je crois, plus d'une, 35 ou 40 histoires avec des animaux différents. Donc c'était Mmh. un très, très gros boulot, et ça, c'était vraiment chouette. C'est pas du livre audio, mais c'est chouette quand même. Bah, merci pour tout ça. Je vais te poser une dernière question. Tu as 1 minute pour me répondre. Allez, il faut bien faire un petit jeu quand même de temps en temps. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans la voix off? Je vais faire une citation si tu veux bien, une citation de Walt Disney. Tu fais ce que tu veux. Walt Disney, il disait, «What you dream, you can live it», et donc ce que tu peux rêver, tu peux en fait, le vivre, le faire, et ce serait mon conseil. C'est-à-dire en fait, voilà, il faut croire, vraiment en ses rêves, et vas-y fonce. Et en conseil, je dirais, de rester ouvert aussi, heu, de pas hésiter à parler autour de soi, qu'il y a pas de choses ridicules, et que même si on se casse la figure, bah, c'est pas grave, qu'il y a pas d'âge pour commencer aussi, et se former, écouter les autres, se nourrir des autres. Donc Ok, cette petite phrase de Walt Disney pour terminer. c'est très bien. Fait en 50 secondes, il me semble, donc impeccable. J'ai Merci respecté le pour ça. timing. Ah, super. Non, si tu l'avais respecté, t'aurais fait 10 secondes de plus. Tu l'as. Avant l'heure, c'est pas l'heure, comme on dit. Merci beaucoup, Stéphanie, c'était très agréable cette heure passée avec toi. Et merci à toi. Et puis, bah, je te souhaite une bonne continuation et puis plein de livres audio à narrer alors. Merci à toi de m'avoir reçue, et puis, oui, de pouvoir parler, c'est vrai que j'ai peut-être parlé beaucoup de théâtre aussi, mais ça m'a fait plaisir de pouvoir échanger, en fait, sur le métier à tes côtés. Mm. Eh ben, merci à toi. C'est vrai que tu as parlé pas mal de théâtre et que c'est axé sur la voix, mais c'est intéressant de savoir le parcours de chacun et ce qui se dégage chez la personne. Voilà, quelles sont ses envies, voilà, qu'on en sache un peu plus, quoi. Donc c'est bien aussi, ça fait plaisir d'avoir des comédiens voix. Il y en a beaucoup qui passent par la radio, qui ont voilà, des trajectoires assez différentes. Moi, j'apprécie beaucoup les comédiens voix qui sont passés par le théâtre, qui ont plusieurs années de théâtre. Franchement, c'est génial. Parce qu'on est comédien avant tout. Et d'avoir vécu la scène bien avant et d'avoir bifurqué sur la voix, c'est génial, je trouve. Bah, Voilà. merci encore à toi pour ton accueil. Eh bien, merci beaucoup. Puis je te souhaite une bonne soirée. Et puis je te dis à plus. À bientôt, Alexis. Au revoir. Au revoir. Merci à tous d'avoir suivi cette émission et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Allez, bisous, ciao. À bientôt avec Alexis pour de nouveaux podcasts. À suivre prochainement, un nouvel épisode de Voilà la voix présenté par Alexis.